Bonjour à vous et bienvenue sur l'espace proactif. Martin avec vous à nouveau pour la vidéo de la semaine. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci d'être des nôtres. Et écoutez, vidéo que j'ai intitulée cette semaine, Bordel. Et, je crois que vous allez apprécier la vidéo de la semaine. Si c'est le cas, de grâce, partagez la vidéo, donnez-nous un like, c'est toujours apprécié. Mais avant de passer au contenu pertinent, deux informations importantes pour la semaine prochaine. Premièrement, un rappel concernant notre événement en direct ouvert au public, intitulé La thérapie du complot, notre deuxième édition, qui aura lieu mercredi de la semaine prochaine, le 5 juin, 19h heure de Paris, 13h heure de Montréal. Et vous êtes invités à être des nôtres. Vous devez par contre vous inscrire sur notre compte Patreon tout à fait gratuit. Le lien pour y accéder est dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Simplement pourquoi on veut offrir de la confidentialité aux différents intervenants et gens qui vont partager avec le groupe. Donc, vous êtes les bienvenus. Comme mentionné, c'est gratuit et allez directement après la fin de la vidéo, bien sûr, vous inscrire pour accéder à notre Patreon la semaine prochaine et notre live. Autre chose aussi, je vais vous offrir la semaine prochaine en public un spécial sur l'immobilier, qui est un investissement important et qui aussi peut être une problématique, alors qu'on comprend très bien que l'immobilier n'est pas un actif liquide. Quand le marché, l'économie ralentit, eh bien, les gens sont coincés. Et ne prenez pas pour acquis, si vous êtes en Europe, que ça ne vous interpelle pas. Pourquoi? Simplement parce qu'actuellement, comme vous le savez, plusieurs décisions économiques et politiques provenant soit des banques centrales ou des différents gouvernements se ressemblent énormément d'un endroit à l'autre. Donc, je vais vous montrer quelques informations qui concernent la Chine aujourd'hui. On va voir la réaction du gouvernement via les banques centrales. Et vous pouvez vous attendre à voir les mêmes types de réactions se produire, que vous soyez en Europe ou au Canada. Donc, les informations vont tourner versus les données qui ont été offertes au Canada, mais comprenez bien que tout ça vous touche aussi en Europe. J'espère que c'est très clair. Maintenant, avant de regarder les nouvelles de la semaine, seulement faire un rappel, au niveau des marchés boursiers, les mouvements ont été relativement consolidés cette semaine, donc très, très, très peu de mouvements. Nous avons eu beaucoup de nouvelles économiques qui ont dû être digérées par le marché et par le fait même. Donc, très peu de secteurs ont fortement bougé. Tout le marché se cherche en ce moment. Donc, je ne m'attarderai pas sur les marchés boursiers plus qu'il faut cette semaine, mais il y a quand même eu des informations intéressantes qui peuvent nous donner une piste de solution pour les prochaines semaines et les prochains mois. Cela dit, on va démarrer avec une bonne blague. Et je vous fais une petite traduction rapide. C'est l'homme ici qui nous dit « J'ai fait un peu de planning financier et je me rends compte que je vais pouvoir prendre ma retraite à 97 ans et vivre confortablement pour 11 minutes. » Donc, je crois que ça touche plusieurs personnes, n'est-ce pas? Et pour les Européens, vous allez voir que je suis en grande forme aujourd'hui. Pour les Européens, il y en a potentiellement quelques-uns d'entre vous qui songeaient à changer d'air, comme on dit au Québec, aller vivre ailleurs tout simplement parce que l'Europe ne vous convient plus et vous avez considéré quelque part venir vous installer au Canada. Et plusieurs d'entre vous qui soyez potentiellement uniquement unilingue francophone, considèrent aller vivre au Québec, eh bien, regardez, je veux partager avec vous quelques informations très simplistes qui vont vous donner une bonne idée de où le Québec se trouve, alors qu'on avait déjà compris ensemble que le Québec est la province et de même de tous les États américains, donc de toute l'Amérique du Nord dans son ensemble, la province la plus taxée, que ce soit à la consommation, impôts personnels, individuels, sociétés et autres. Déjà là, c'est pas très rassurant, n'est-ce pas? Mais j'en ai quelques-unes autres qui sont excellentes. Alors, le ministre de la Santé au Québec, Christian Dubé, très fier d'annoncer cette semaine que nous allons maintenant digitaliser les fax. Écoutez, mieux vaut en rire, n'est-ce pas? Vous voyez à quel point l'État est
dans ses infrastructures, mais complètement encore dans les années pratiquement 80. C'est d'un ridicule. Et le plus drôle, c'est qu'il y a encore beaucoup de banques qui fonctionnent dans ce concept-là aussi. Mais de voir à quel point les politiciens sont heureux de nous annoncer qu'on va digitaliser les fax, c'est de toute beauté. Après ça, il faut se poser la question à savoir pourquoi on attend entre 14 et 20 heures à l'urgence avant de voir un médecin. Et ça, c'est à l'urgence, bien sûr. Et je le sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui croyez que j'exagère. Eh bien, si vous êtes au Québec, alors que je n'y suis plus, mais si vous demeurez au Québec et vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les compléter directement dans les descriptifs de la vidéo d'aujourd'hui, faire les commentaires pour venir confirmer les informations. Si vous avez des histoires d'horreur, n'hésitez pas à partager. Maintenant, autres nouvelles qui sont sorties ce matin très tôt, eh bien, la taxe sur l'immatriculation des véhicules au Québec, bondira de 150 % à partir de janvier 2025. Donc, vous voyez clairement, encore une fois, le plan, on veut éliminer, on veut inciter les gens à pousser vers des solutions de déplacement alternatives, que ce soit transport en commun, que ce soit scooter électrique ou autre. Mais vous voyez clairement, encore une fois, que le gouvernement du Québec et le Canada sont actuellement dans la merde. Je pense que vous l'aviez déjà compris depuis longtemps, mais encore une fois, je vous invite à reconsidérer votre choix si l'idée, c'est de venir vous établir au Canada. Si vous êtes fortuné et que vous avez quand même bâti une belle richesse financière en euros et que vous venez vivre ici, ben, comprenez bien que c'est à votre avantage. Avec un ratio actuellement à 1,4, 1,5, vous allez quand même vivre confortablement, mais le niveau de taxation à la consommation et les taxes pour les résidents augmentent fortement, comme vous êtes en mesure de constater. Un autre petit point important ici, partagé par Martin Pelletier, qui mentionne que pour les Canadiens qui font au-delà de 150 000 $ de revenus, écoutez, la taxation est beaucoup plus élevée que ce que nous voyons ailleurs au Canada par le fait même. Donc, vous pouvez aller vivre dans une autre province, particulièrement si vous êtes bilingue. L'Alberta est très intéressante, avec une économie florissante due au secteur de l'énergie. Et vous avez la Saskatchewan aussi, où c'est quand même relativement les plaines canadiennes, mais c'est la croissance du blé, c'est la croissance de l'alimentation en Saskatchewan. Donc, ce sont deux provinces qui performent super bien. Et je vous donnerai des chiffres la semaine prochaine concernant les autres provinces, encore une fois, alors qu'il y a un impact inévitable dans le secteur immobilier. Donc, le Canada est complètement brisé. Merci à Trudeau et les autres partis politiques qui ont, parce que comprenez bien que là, Trudeau a le dos large. Il est maintenant depuis de très près de 8 ans, en fait, de règne, mais comprenez bien que le Canada était amplement déjà brisé avant. C'est juste que là, il y a une accélération fulgurante et tout ça relié à l'inflation et au manque d'augmentation, en fait, des revenus de la part des grandes familles canadiennes. Maintenant, petit graphique concernant l'immobilier chinois. Encore une fois, on va regarder ça ensemble. Vous voyez clairement tout ce que ça indique. Donc, la consommation des nouvelles maisons est maintenant dans le négatif. On est en bas de la ligne zéro. Et même chose au niveau des maisons secondaires. Donc, vous voyez clairement qu'on retourne vers le marché de 2014, c'est-à-dire pratiquement 10 ans en arrière, malgré tous les stimuli économiques qui ont été faits. Il y a définitivement un ralentissement du côté du marché immobilier en Chine. Et pourquoi? Ben, simplement, vous le savez probablement, il y a eu une surfabrication de produits immobiliers en Chine au fil des dernières années. Et là, avec le ralentissement économique, on se retrouve avec énormément de capsules vides, que ce soit dans le secteur immobilier commercial ou même résidentiel, les condos et ainsi de suite. Donc, il y a un impact négatif en Chine. Et pourquoi c'est important? Ben, il faut quand même reconnaître que la Chine est de loin
une des économies les plus florissantes. Ce sont les producteurs de tout ce que nous consommons actuellement sur la planète. Ce n'est pas les seuls, entendons-nous bien, mais c'est quand même un producteur important. S'il y a un ralentissement de ce côté-là, vous avez, bien entendu, au niveau international, un ralentissement de la consommation qui impacte la Chine et par le fait même, ça a un impact sur le secteur immobilier. Maintenant, ce qui est important de reconnaître, c'est quelles sont les politiques qui sont mises en place via les gouvernements tels que mentionnés et la Banque centrale. Eh bien, il y a maintenant un plan d'urgence qui est mis en place par le gouvernement chinois. Alors, pour contrer les problématiques de l'immobilier, que fait-on? On va augmenter la dette. Donc, encore une fois, circuler encore plus de circulation monétaire, en fait, de la création de la monnaie fiduciaire directement et tenter de refiler la facture avec, évidemment, tout ce qu'on est en train de voir, refiler la facture aux étrangers qui veulent prendre le risque sur cette dette-là et aussi augmentation de l'inflation sur les citoyens chinois. Donc, c'est la méthode qui est encourue en ce moment. Et il y a eu une autre nouvelle intéressante concernant la Chine, alors que nous sommes dans un contexte de combat économique. Vous le savez qu'actuellement, il y a un énorme conflit économique qui a lieu déjà depuis plusieurs années entre les États-Unis, la Russie, l'Inde, l'Iran, la Chine et autres. Eh bien là, la Chine, si vous vous souvenez bien, on en avait discuté dans les dernières semaines, un des plus grands consortiums immobiliers en Chine qui s'appelle Evergrande a fait faillite. Et là, vous avez la Chine qui attaque pour plus de 130 millions de dollars américains PricewaterhouseCoopers, qui est la firme comptable qui était responsable de faire une surveillance de Evergrande. Et là, ben, vous avez le gouvernement chinois qui attaque en justice PricewaterhouseCoopers pour une mise en demeure de 130 millions pour avoir tout simplement ignoré les risques qui étaient établis vers de Evergrande. Donc, j'espère que vous comprenez bien ici que tout ça fait partie, encore une fois, d'une guerre économique qui s'est installée déjà depuis belle lurette entre la Chine et le gouvernement américain. Maintenant, autre point important. On vient de discuter à quel point la Chine veut augmenter, en fait, sa quantité de devises fiduciaires en circulation dans le niveau mondial, ce qui crée de l'inflation. N'est-ce pas? Ça, on l'a compris depuis très longtemps, vous et moi. Eh bien, regardez ce qui se produit aux États-Unis. Nous sommes en train de voir déjà une augmentation, en fait, de la circulation monétaire à travers l'outil qui représente la liquidité monétaire américaine qu'on appelle le M2. Avant, nous avions accès au M3. Et le M3 devenait tellement négatif pour les Américains, pour la Banque centrale, la Fed, qu'ils ont éliminé les informations reliées au M3 et offrent uniquement maintenant le M2, qui est une image un peu plus globale versus M3 qui était beaucoup plus défini, plus granulaire, qui nous permettait de voir exactement quels étaient les processus utilisés. Donc, vous voyez clairement que déjà depuis 2024 s'installe en fait une réimpression monétaire, une injection de liquidité pour tenter de sauver le marché. Donc, tout ce qu'on entend au niveau de l'inflation et comment la Banque centrale américaine cherche par l'augmentation des taux d'intérêt ou la diminution des taux d'intérêt à stimuler l'économie, fondamentalement, cette information-là n'a pas d'importance. Pourquoi? Parce que ce que l'on est en train de voir actuellement, c'est qu'importe ce qui est mentionné au niveau médiatique et qui fait tourner la pièce de théâtre dans les marchés boursiers, eh bien, vous voyez clairement qu'au bout du compte, on retourne vers une augmentation de la liquidité dans les marchés boursiers. Et tout simplement, pourquoi? Pour gonfler artificiellement tous les secteurs économiques. Donc, je veux revenir sur une information importante pour chacun d'entre nous ici. Il y a Wall Street, il y a Main Street. Main Street, c'est nous. C'est le petit peuple en dessous de tout ça. Et vous avez Wall Street de l'autre côté. Et l'ajout des politiciens dans une année électorale comme cette année aux États-Unis, c'est de pointer du doigt comment va bien l'économie américaine
alors qu'on regarde le marché des actions, on regarde les différents indices. Donc, ce que la Fed doit faire, c'est de continuer d'ajouter de la liquidité dans le marché boursier, ce qui paraît bien pour les politiciens en place, mais comprenez bien que ça ne change absolument rien pour monsieur, madame, tout le monde, alors que cette liquidité-là, pour la grande majorité, retourne dans les grandes poches corporatives ou à ceux qui ont la capacité d'investir dans le marché de la bourse, ce qui n'est pas donné à tous. Vous avez bien compris ça. Maintenant, bonne nouvelle, c'est que du côté du Canada et du côté de l'Europe, nous avons encore accès au M3, ce qui nous permet de voir avec justement la liquidité qui est injectée par les différents pays, par la Commission européenne, par le Canada, alors que nous n'avons plus, tel que mentionné, cette information-là aux États-Unis. Maintenant, vous êtes en mesure de constater que dans la Commission européenne, qui représente la ligne qui est en gris ici, vous avez une augmentation déjà qui a lieu depuis le début de 2024. Nous avons continué l'augmentation de l'impression monétaire, malgré que le discours actuellement du côté de la Commission européenne, c'est de mentionner qu'on se prépare à faire des baisses de taux d'intérêt. Ben, vous avez bien compris que en arrière de tout ça, en arrière des rideaux, se cache une augmentation de la liquidité et vous avez exactement la même problématique qui s'installe du côté canadien. Maintenant, comprenez bien que l'économie canadienne est plus petite que l'économie européenne qui représente plusieurs pays ensemble et vous voyez clairement que nous augmentons la quantité de liquidité dans le marché au-delà. Nous sommes un seul pays en fait et nous augmentons la quantité de liquidité versus le rassemblement des pays de la Commission européenne. Donc, c'est absolument énorme ce que nous sommes en train de voir. Donc, les Canadiens peuvent définitivement s'attendre à avoir une augmentation de l'inflation. Et quand je parle de l'augmentation de l'inflation, je parle des prix à la consommation, tout simplement parce qu'on continue d'imprimer à tout vent de la devise monétaire pour contrer une économie qui est complètement morte, et ça depuis très longtemps déjà. J'espère que vous comprenez l'impact des graphiques que je vous présente aujourd'hui parce que c'est vraiment une représentation importante de ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux actuellement. Maintenant, et en arrière de tout ça, comprenez bien autre chose. Cette circulation-là monétaire retourne dans les marchés boursiers. Et dans les marchés boursiers, lorsqu'il y a une inquiétude par rapport à l'économie réelle, bien, vous comprenez qu'il y a énormément d'investissements qui retournent dans des matières premières, dont, exemple, le blé. Et là, vous voyez directement ce qui se produit actuellement, c'est qu'on a une augmentation du prix du blé. Et par le fait même, s'il y a une augmentation du prix du blé, vous avez compris que ça retourne dans l'inflation, c'est-à-dire que vous allez avoir à payer plus cher pour votre mie de pain et tout ce qui va avec. C'est la logique des choses. Donc, plus on imprime de la devise, plus on retourne ça dans les matières premières augmentent et par le fait même, ça se retourne vers le consommateur. Maintenant, petit graphique partagé par mon partenaire associé, M. Éric Mermot. Je pense que vous préférez associé que partenaire, n'est-ce pas? Rassurez-vous, j'ai une conjointe. Éric n'est pas mon conjoint. De toute façon, on ne s'entendrait pas dans le court terme et dans le long terme non plus. Cela dit, donc, Éric, mon associé en affaires, qui a partagé avec notre équipe ici un super beau graphique, encore une fois, qui regarde les matières premières sur une base de une année. Et vous voyez encore une fois qui est en train de prendre, depuis les dernières semaines, une explosion, l'argent tel que promis. Vous avez l'or qui réagit aussi. Vous avez le zinc qui est en train de reprendre de la force, le platine. Mais vous comprenez que ici, les matières premières sont en train d'exploser. Nous sommes dans un super cycle des matières premières. Donc, c'est vraiment de cette façon-là où on peut se positionner actuellement dans les marchés boursiers. Encore une fois, je vous rappelle que ce n'est que mon opinion. Nous ne faisons pas de conseils financiers ici sur l'espace proactif. Maintenant, petit rappel rapide, j'en avais parlé dans les dernières semaines. Particulièrement pour ceux qui ont manqué peut-être l'information, mais vous avez 71% des portefeuilles financiers qui actuellement détiennent de l'or, à raison de 0 à 1%. Donc, imaginez le niveau d'exposition au risque
alors que l'ancien système favorise les obligations d'État et autres. Et là, vous allez avoir un transfert de prospérité absolument stratosphérique dans les matières premières au fil des prochains mois. C'est inévitable. Plusieurs aussi, la distribution de Bitcoin actuellement, alors que Bitcoin a une capacité de 21 millions en date de février 2024. Voici les partages qui sont intéressants à reconnaître. Hein. Plusieurs ont dit oui, les gouvernements veulent prendre le contrôle de Bitcoin. Oui, les différentes institutions bancaires veulent prendre le contrôle de Bitcoin. Et regardez les chiffres maintenant que nous avons la capacité de vous présenter. 57% des bitcoins sont détenus par des individus tels que vous et moi. Uniquement 3,6% actuellement sont détenus par des sociétés. Les ETF de bitcoin qui ont démarré récemment aux États-Unis et ailleurs détiennent 3,9%, 2,7% les différents gouvernements. Il reste 6,6% uniquement de bitcoin qui peuvent être minés pour atteindre en 2142 le 21 millions. Le portefeuille de Satoshi, donc le créateur initial, en possède 5,2. Les mineurs en détiennent actuellement 3,4, toujours à date de février. Et il y a plus de 17,6% de Bitcoin qui ont été perdus lors des premières tentatives de manipulation où les gens avaient énormément de difficultés à préserver d'une manière privée et de sécuriser. Vous avez compris que les technologies étaient défaillantes à l'époque. Elles ne sont pas parfaites encore aujourd'hui, mais comprenez bien qu'au départ, en 2008-2009, c'était problématique. Donc, vous avez déjà une énorme quantité de Bitcoin qui sont perdus à jamais dans l'Internet. Donc, ça vous donne encore une fois une belle idée de grandeur et c'est positif. Si 57% des bitcoins sont détenus actuellement des individus, vous avez compris qu'on atteint la souveraineté et que nous n'avons pas besoin de circuler dans les futurs CBDC qui sont présentés par les banques centrales pour pouvoir continuer notre prise de souveraineté, de liberté individuelle. Maintenant, autre point important, alors que vous savez très bien que MicroStrategy aux États-Unis avait déjà adopté une position de dire notre actif principal dans nos opérations de société américaine vont être en Bitcoin. Donc, Bitcoin devient la monnaie en circulation à travers la société MicroStrategy. Une deuxième société cette semaine a fait l'annonce que son actif principal sera du Bitcoin, en fait, de monnaie utilisée pour les opérations de la société. Cette société-là s'appelle Semler Scientific et la compagnie a acheté 581 Bitcoin pour une valeur de 40 millions. Pas besoin de vous dire que lorsque la nouvelle est sortie, le titre, l'action, en fait, de la société a pris 25% dans le marché de la bourse. Donc, on voit que, encore une fois, c'est très long, l'adoption, mais lorsque les compagnies vont commencer à s'y mettre et comprendre que Bitcoin est une meilleure solution que la devise fiduciaire imprimée à tout vent, vous allez avoir une accélération de l'adoption, encore une fois, dans ces produits-là. Maintenant, pour compléter la vidéo de la semaine, je vous fais un petit concours, si vous me permettez. Tiens, normalement, c'est moi qui choisis la connerie de la semaine. Et cette semaine, j'en avais 3 à vous présenter dans 3 secteurs différents. J'aimerais vous offrir l'occasion de faire un choix sur la connerie que vous préférez, en fait, sur cette semaine et de le mentionner, en fait, dans les commentaires de la vidéo d'aujourd'hui. Donc, tout simplement pour voir qui va choisir laquelle en premier. Donc, vous avez 3 choix qui vous sont offerts aujourd'hui et s'il vous plaît, commentez sur les conneries de la semaine, tout simplement pour qu'on rigole ensemble et qu'on s'amuse et on verra les résultats pour la vidéo de la semaine prochaine, la connerie que vous avez préférée. Donc, au Canada, une des entités du gouvernement canadien qui s'appelle Parcs Canada, hein, qui fait la gestion des parcs fédéraux, donc des parcs canadiens, eh bien, a investi 12 millions de dollars des payeurs de taxes canadiens pour, en fait, trouver et tuer des chevreuils dans des endroits où la
population, il y a une surpopulation en fait de chevreuils. Et au lieu d'inviter tout simplement les chasseurs à aller directement sur le territoire, offrir des permis de chasse et de s'assurer à ce moment-là qu'on puisse contrôler la population des chevreuils dans les endroits qui ont été déterminés, eh bien, imaginez-vous qu'au lieu d'inviter les chasseurs à se nourrir, en fait, de chevreuils, eh bien, on a payé 12 millions de dollars pour envoyer une équipe spécialisée avec des vols héliportés, toujours très bien pour les changements climatiques, n'est-ce pas? Et au bout du compte, si ma mémoire est bonne, on arrive ici à 10 000 dollars de coût par chevreuil qui a été chassé par la société qui a été choisie pour aller, donc, imaginez, de toute beauté, encore une fois, 12 millions pour chasser des chevreuils, alors qu'on aurait pu le faire gratuitement. Deuxième connerie de la semaine, eh bien, on apprend cette semaine au niveau environnemental que les huîtres de la Baltique réchauffent la planète, alors que nous avions à la base le bœuf, les vaches qui pètent, qui ont des flatulences, eh bien, semble-t-il que ça réchauffe la planète. Eh bien, on apprend aujourd'hui que les pets de crustacés de mer Baltique produisent 10% des gaz à effet de serre relâchés par la mer Baltique. N'est-ce pas extraordinaire? C'est la conséquence de l'agriculture marine et terrestre. On est au royaume de la connerie. Et ma favorite personnellement, et encore une fois, je vais respecter vos choix, mais je vous présente quand même ma favorite cette semaine. La ville de Victoria, ici en Colombie-Britannique, et d'ailleurs, la ville de Victoria, c'est où il y a notre parlement provincial dans la province de la Colombie-Britannique, ici à l'ouest. Eh bien, cette semaine, ils ont changé la couleur sur l'hôtel de ville toute la soirée, en fait. Ils ont passé au rouge. Et ils ont mis maintenant le drapeau, en fait, pour reconnaître la liberté de menstruer pour les femmes. Et semble-t-il qu'il y a un drapeau qui existe. Et le but, en fait, de l'exercice, c'est pour démystifier, en fait, la liberté féminine à menstruer. Et c'est maintenant reconnu comme étant une journée mondiale de la menstruation. Et vous avez la ville de Victoria qui a fait le choix aujourd'hui de changer la décoration des lumières pour le rose, de passer tout simplement au rouge pour l'événement et de mettre le drapeau, semble-t-il, de la liberté de menstruation directement au-dessus de la ville. Si vous aviez vu la qualité des commentaires sur Twitter pour ridiculiser les décideurs, écoutez, c'est absolument le délire. Et j'avais une autre information aussi où vous aviez des ministres au gouvernement fédéral canadien qui portent des bracelets en soutien à la liberté menstruelle. Nous sommes vraiment dans un pays de clowns. Et quand je dis pays, j'espère que vous avez compris que c'est vraiment là, dans les pays de l'Ouest qu'on voit les conneries s'installer. Et ces gens-là sont des médiocres au pouvoir. Alors, écoutez, c'était ma connerie de la semaine favorite. Je vous en ai offerte 3. Partagez avec nous dans les commentaires celle que vous aimez le plus. Et on se revoit pour la thérapie du complot la semaine prochaine et pour notre spécial immobilier. Donnez-nous un like, partagez la vidéo de la semaine, passez un bon week-end. On se revoit la semaine prochaine. À bientôt tout le monde. Pardon, j'ai reçu un texte. À bientôt tout le monde. Bye bye.